Monde. Dans cette partie, on va terminer le séquençage, ou bien dans cette vidéo, on va terminer le séquençage des protéines, c'est-à-dire on va expliquer les techniques qui sont utilisées dans le séquençage des protéines. Maintenant, on va s'intéresser à comment rupturer ou bien comment faire couper les ponts de sulfure. Comme vous savez, les ponts de sulfure sont formés par interaction entre deux fonctions thiol. Voilà la fonction thiol de premier acide aminé qui est formée par un S et un H. Et voilà la fonction thiol de la deuxième acide aminé, cysteine. Donc les ponts de sulfure sont formés entre deux acides aminés cysteine. Et voilà, après ils vont interagir et il va y avoir la formation d'un pont de sulfure. On distingue deux types de ponts de sulfure. L'exemple ici, c'est l'insuline. Voilà la chaîne alpha et voilà la chaîne bêta. Voilà les éléments cystéines. Voilà un exemple de pont de sulfure. Il est formé, le premier type, il est formé entre deux éléments cystéines qui appartiennent à la chaîne A ou bien alpha. Donc on dit, puisque ces deux cystéines appartiennent à la même chaîne, on dit que c'est un pont de sulfure qui est intra-chaîne. Et il y a des ponts de sulfure qui sont interchaînes, qui sont formés entre deux cystéines qui n'appartiennent pas à la même chaîne. Donc les ponts de sulfure, ce sont des liaisons covalentes qui sont formées entre deux éléments cystéines par intervention des fonctions thiol. Il y a deux types de ponts de sulfure, des ponts de sulfure qui sont intrachaînes et des ponts de sulfure qui sont interchaînes. Comment on va faire la rupture des ponts de sulfure? La première technique, c'est l'oxydation par l'acide formique. Voilà un pont de sulfure. Après le traitement par l'acide performique, la cystéine, le pont de sulfure, il est rupturé et il va y avoir la libération, ou bien le cystéine, il est transformé en acide cystéique et les cystéines sont séparés. Mais l'utilisation de l'acide performique va aussi oxyder les cystéines qui n'interviennent pas, ou bien qui ne sont pas intégrées, ou bien qui ne sont pas liées par une liaison, un pont de sulfure. C'est-à-dire, il va oxyder les cystéines qui sont liées par pont de sulfure, et même les acides aminés qui ne sont pas impliqués dans un pont de sulfure. C'est-à-dire, si deux, ils vont être oxydés en acide cystéique, et même, par exemple, les cystéines qui ne sont pas impliqués dans une liaison, dans un pont de sulfure. Si deux, ils vont être oxydés, même les cystéines qui sont impliquées dans un pont de sulfure, ils vont être aussi oxydés parce que leur fonction thiol, il va être oxydé. Mais l'acide performique, il agit sur le tryptophane, il va dégrader ou bien il va détruire la fonction lindol ou bien le groupement lindol qui est constitué de deux cycles carboniques, et même le soufre qui est porté par la méthionine, il va être oxydé, donc il va porter deux oxygènes par deux liaisons d'eau. Donc c'est l'inconvénient de cette technique. Cette technique traitement par l'acide performique, il va oxyder les cystéines qui sont impliquées dans un pont de sulfure, et même les cystéines qui ne sont pas impliquées dans un pont de sulfure. Et en même temps, il va détruire la fonction lindol de tryptophane, et il va aussi oxyder la méthionine. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième réaction, c'est le traitement ou bien la réduction avec ou bien le 2-mercaptoéthanol. Donc voilà
un pont de sulfure qui est formé par deux éléments cystine. Après le traitement par DDT ou bien le 2-mercaptoéthanol, il va y avoir la rupture de pont de sulfure et donc la fonction va se former une deuxième fois. Mais dans ce cas-là, si deux cystines peuvent une deuxième fois interagir, c'est-à-dire que la réaction peut être réversible. C'est-à-dire que les deux cystines peuvent être une deuxième fois interagir et le pont de sulfure va se former une deuxième fois. Mais on empêche la réaction par une alkylation. L'alkylation, voilà la cystine qui a une forme, qui a une fonction thiol. On va traiter la chaîne polypeptidique par l'iodoacétate qui va se fixer sur la fonction thiol. Donc, il va empêcher les cystines de se réagir une deuxième fois pour la formation de la fonction de pont sulfure. Donc c'est une sorte d'amortissement ou bien qui va empêcher les deux cystines d'interagir une deuxième fois pour former un pont sulfure. Donc on va déterminer, on va expliquer comment on détermine la composition d'acides aminés d'une protéine. Il y a trois techniques qui vont permettre le séquençage de la chaîne polypeptidique en acide aminé. Il y a le traitement acide ou bien basique ou bien enzymatique. On va débuter par le traitement acide. Ce traitement acide, il a des inconvénients puisqu'il peut détruire certains acides aminés, mais le problème majeur c'est qu'elle transforme l'asparagine en acide aspartique et elle transforme le glutamine en acide glutamique. Parce que il y a deux types d'acides aminés, il y a l'asparagine et il y a l'acide aspartique. Et il y a le glutamine et l'acide glutamique. Ce sont des acides aminés qui peuvent se trouver au niveau de l'acide, au niveau de la chaîne polypeptidique. Mais le traitement acide, il va transformer tous les asparagines qui existent au niveau de la chaîne polypeptidique en acide aspartique. Et tous les glutamines, elles vont être transformées en acide glutamique. Donc, après l'hydrolyse, on ne sait pas que l'acide aspartique qu'on trouve était à l'origine un asparagine ou bien un acide aspartique. Et même chose pour le glutamine, l'acide glutamique. On ne sait pas qu'il était à l'origine un acide glutamique ou bien un glutamine qui a été transformé en acide glutamique. Donc pourquoi? Pour cela, toujours l'acide aspartique qui est trouvé au niveau après et non c'est-à-dire il peut être à l'origine soit un acide aspartique ou bien un asparagine. Et même chose pour l'acide glutamique. Il est nommé GLX parce que on ne sait pas si il était à l'origine un glutamine ou bien un acide glutamique. Et même chose pour le traitement basique ou bien l'hydrolyse basique, il a aussi des inconvénients. Parce que l'arginine et le cystine, serine et la tyrosine sont décomposés tandis que d'autres résidus sont diaminés et racinisés. Donc, généralement, l'hydrolyse acide et l'hydrolyse basique ont des inconvénients parce qu'ils agissent, parce que les éléments chimiques qui sont utilisés
agissent d'une manière non spécifique. Tandis que la méthode enzymatique, c'est la méthode qui est très utilisée parce que les enzymes ont des sites spécifiques où ils vont agir. Mais il faut noter que il faut utiliser les enzymes avec une concentration qui est très petite, 1%, pour éviter la contamination de milieu. Puisque un enzyme, il va agir, c'est un protéine c'est un protéine à l'origine, donc il peut les enzymes qui sont utilisées, il peut y avoir une autodégradation. Donc il va y avoir la contamination de milieu, c'est-à-dire que l'enzyme lui-même, elle est dégradée et non pas la protéine qui est d'intérêt. Donc après l'hydrolyse des acides aminés, on va faire une chromatographie échangeuse d'ions, soit échangeuse de cation ou bien échangeuse d'anions. Cette technique, on va la expliquer dans un autre vidéo puisque est plus complexe. Vous savez que chaque protéine, chaque acide aminé a un pHI qui est variable, qui est spécifique. Chaque acide aminé a un pH spécifique, c'est-à-dire il va selon la valeur de pH, un pHI, selon la valeur de pH, il va être soit chargé négativement ou chargé positivement. Donc, il va être soit retenu par la colonne de la chromatographie ou bien il va être lié. Et voilà, on va mettre le pH à 3,25 et l'asparagine qui va sortir de la colonne de la chromatographie. Puis on varie le pH et le glycérine et l'alanine et la philine qui vont être liés. Et après, à pH 5,28, c'est l'arginine qui va être liée. Et ces acides aminés vont être relevés par des éléments qui vont être fluorescents. Donc on va appliquer comment on va faire la chromatographie échangeuse des cations ou bien d'anions dans une vidéo pour bien expliquer cette méthode. Donc l'essentiel, c'est les acides aminés vont être séparés par une chromatographie. Maintenant, on va parler des coupures enzymatiques qui sont spécifiques, ou bien la fragmentation enzymatique. On utilise soit des endopeptidases ou bien des endopeptidases de la chaîne polypeptidique, tandis que les exopeptidases coupent soit à l'extrémité N-terminale ou bien à l'extrémité C-terminale. La première type, disons, de peptidase, c'est la trypsine. La trypsine, il coupe toujours après l'arginine ou bien la lysine, sauf si deux acides aminés sont suivis par un proline. C'est-à-dire que le trypsine, il coupe toujours après l'arginine et après la lysine, à l'exception lorsqu'il y a après ces deux acides aminés un proline. Le trypsine va couper toujours après leucine ou philine ou bien tryptophane ou bien tyrosine ou bien valine, mais à l'exception qu'ils ne sont pas suivis par un proline. Le chymotrypsine, il coupe après phényl ou bien tryptophane ou bien tyrosine, sauf si ils sont suivis par proline. Donc si ces trois enzymes ne coupent pas
c'est l'acide aminé spécifique est suivi par un proline. Le premier, il coupe après arginine ou bien lysine, sauf si il est suivi par proline. Le pepsine, il coupe après tyrosine, valine, sauf si ils sont suivis par proline. Chymotrypsine après vinyle, tryptophane, tyrosine, sauf si ils sont suivis par proline. Et l'exception, c'est l'endopeptidase glucée. Il coupe toujours après glutamine, quoi qu'il soit l'acide aminé qui le suit. On va passer maintenant aux exopeptidases. Les exopeptidases, ils coupent soit à l'extrémité N-terminale ou bien C-terminale. Le premier type, c'est leucine aminopeptidase. Il coupe au niveau de l'extrémité N-terminale, sauf c'est l'autre qui existe au niveau de l'extrémité N-terminale. S'agit d'un proline, il ne va pas libérer la proline. Donc, la leucine aminopeptidase, il va libérer le résidu ou bien l'acide aminé qui existe au niveau de l'extrémité N-terminale, sauf si il s'agit d'un proline. Et l'aminopeptidase M, il va libérer tous les acides aminés, il va couper tous les acides aminés, c'est-à-dire la dernière, il va agir au niveau de la dernière liaison peptidique, et quoi qu'il se soit, l'acide aminé qui existe à cette extrémité. Le carboxylase A, il coupe quel que soit l'acide aminé qui existe au niveau de l'extrémité C-terminale, sauf si il soit en arginine ou bien en leucine ou bien en proline, ou bien si avant ce dernier acide aminé il y a un proline, c'est-à-dire que cet enzyme là il va couper, il va libérer les acides aminés C-terminaux, à condition que le pré-dernier acide aminé soit pas en proline, ou bien le dernier soit pas en arginine, ou bien leucine, ou bien proline. Le carboxypeptidase B, il va couper si le dernier acide aminé soit en arginine ou bien lysine, c'est-à-dire c'est le contraire pour le carboxypeptidase A. Et lui aussi, il ne va pas couper si il existe un proline avant le dernier acide aminé qui existe au niveau de l'extrémité C-terminale. Le carboxylopeptidase C, il va couper quel que soit l'acide aminé qui existe à l'extrémité C-terminale. Voilà comment agit le trypsine. Le trypsine, comme on a déjà dit, il coupe toujours après arginine et après la lysine. Voilà l'arginine, voilà un arginine ou bien un leucine, mais à l'exception que après cette arginine, à condition que le deuxième acide aminé soit pas un proline. Donc il va couper cette liaison. Donc il y a, on fait une protection lorsqu'on ne veut pas que la trypsine ne coupe pas la liaison peptidique. On va faire une protection de la lysine ou bien de l'arginine en ajoutant
un citronique acide et qui va se fixer sur l'arginine et la lysine. Elle va pas lisser la trypsine à rupturer la liaison peptidique. Donc c'est une sorte de protection contre l'effet de la trypsine. Donc la deuxième technique, c'est que on va traiter la chaîne polypeptidique par le 2-bromohéméthylamine qui va donner à la cystine une charge positive. Donc dans ce cas-là, la trypsine, si on traite le cystine par le 2-bromohéthylamine, le trypsine peut couper même après la cystine, parce qu'on a dit que la trypsine elle coupe toujours après l'arginine et après la lysine, mais c'est on traite la chaîne polypeptidique par le 2-bromohéthylamine. Dans ce cas-là, la trypsine peut couper même après la cystine, parce que cet élément chimique il va donner à la cystine une charge positive. Donc dans ce cas-là, le trypsine peut couper même après un cystine. Donc la fragmentation chimique, le CN-brom coupe les liens peptidiques de côté N-terminal d'un résidu méthionine. C'est-à-dire que cet élément chimique il coupe toujours après la méthionine. Voilà la méthionine, il va couper toujours après la méthionine. Donc il faut noter ça, que le CNBR il coupe toujours après la méthionine au niveau de côté C-terminal, non côté N-terminal. Voilà la côté N-terminal de la protéine et voilà la côté C-terminal. Donc il va couper toujours après dans l'extrémité C-terminal de la méthionine. Donc cette technique il est utilisée pour couper les liaisons peptidiques de côté C-terminal de la méthionine. Donc après l'utilisation des enzymes, on va reconstituer ou bien la chaîne polypeptidique. C'est-à-dire on va établir le séquençage des acides aminés. Si les formes est déterminé, donc dans la première étape, on va couper la chaîne polypeptidique en plusieurs fragments et on va déterminer la structure ou bien les acides aminés qui composent chaque fragment, et puis on va assembler les données. C'est-à-dire il y a une coupure ici par le CNBR, c'est-à-dire que avant ce site-là, il y a un bras. Il y a un lysine ici, c'est-à-dire que la trypsine, elle va couper ici. Il y a un arginine, donc l'arginine, elle va couper dans ce site-là. Il y a un le cyanure du brome, il va couper dans cette extrémité-là, et dans ce site-là. Donc les séquences des acides aminés, elle va être établie suite à l'utilisation des enzymes. On va établir la séquence des acides aminés qui constituent chaque
chaîne polypeptidique. Et on va déterminer même les positions des ponts de sulfure. On va faire une fragmentation de la protéine native et la mélange des fragments peptidiques, dont certains sont liés par des ponts de sulfure. C'est-à-dire, si on fait il va y avoir des fragments qui sont liés par des ponts de sulfure. Dans la deuxième étape, on va faire un mélange peptidique. Le mélange peptidique est analysé par une électrophorèse sur gel en utilisant les mêmes conditions de séparation dans les deux directions. Donc après la séparation de première direction, la matrice exportée à l'acide performique pour couper les ponts de sulfure. On a déjà dit que l'acide performique il va permettre l'oxydation des éléments cystéines en acide cystique. Donc il va couper les ponts de sulfure. Donc on va faire une deuxième chromatographie, mais avec une autre direction. Donc, et les fragments vont être séparés. Donc pour déterminer la position du pont de sulfure, on fait une électrophorèse en deux dimensions. On va parler de ce type d'électrophorèse dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc pour séparer, pour déterminer les ponts de sulfure, on fait la première électrophorèse dans la première dimension ou bien la première direction en traitant la protéine native par des ponts de sulfure. Puis on va faire une deuxième